Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 28 de C'est qui en pôle. Alors évidemment, on va parler du Grand Prix d'Espagne qui s'est tenu à Jerez ce week-end. 4e course de la saison 2018. Comment ça va, Steph ? Bah écoute, ça va, on s'est bien marré, si on peut dire. Ouais, course assez sympathique. Et ce soir, on est accompagné de Pierre. Comment ça va ? Bah écoutez, bonjour tout le monde, oui ça va bien. On va faire les petites présentations quand même. Donc déjà, Pierre, c'est toi qui as gagné le premier jeu de goodies, si je crois bien, hein ? Ouais, c'est bien ça, cette année c'est moi qui ai gagné, et du coup je m'incruste. Du coup, tu t'incrustes, voilà, parce qu'on avait lancé un petit peu l'appel pour savoir qui voulait participer aux émissions, donc tu nous as répondu. Alors, les goodies, déjà, où est-ce qu'ils ont fini ? Alors j'en ai collé un sur mon PC, enfin deux, celui de MotoGP Addict et celui de oui. C'est qui en pôle. Et j'ai 2 pins qui ont fini sur ma bagagerie, on va dire, de moto. Bon, alors on va te présenter rapidement, donc un petit peu ton âge, tes hobbies, évidemment, moto, je pense. Oui, alors moto beaucoup, mon âge 30 ans, voilà, c'est le début de la fin. Alors, cru de jeune. Et... c'est ça, il faut renouveler un peu, vous êtes presque à la retraite. Hein. J'ai presque l'âge de Rossi, enfin j'ai un peu plus, mais... Donc ouais, vas-y. Grand amateur de sport moto, mais je me suis mis sur le tard, et puis surtout grand fan de Ducati. Monsieur aime la mécanique, donc ce n'est pas toi qui... alors, j'allais dire, c'est pas au moins Pierre qui fera des blagues nulles sur le fait que les Ducati pissent l'huile, hein, parce qu'en tant qu'ancien Ducatiste et puis Ducatiste un jour, Ducatiste toujours, je tiens à m'élever en faux contre ça. Si tu t'en occupes bien, elle repeint pas ton garage. Ouais, exactement. Bon. Pas de souci, Ducati ça marche très bien. Donc justement, il y en a une dans le garage de Ducati ? Oui, c'est ça, une petite Ducati 848. Petite 848. Non mais tu seras sympa, fais gaffe, file pas ton adresse. Parce que bon... Oui, j'ai un chat méchant, donc... Oh la vache, ah oui, non, c'est bon, tu risques rien. Bon, on est là pour parler course moto, donc évidemment tu dois avoir un petit pilote chouchou. Forcément, je regarde beaucoup ce que fait Zarco, mais mon favori, ça reste Dovizioso, quoi. Ah, évidemment, Ducati Forever. Exactement. Bon, justement, je pense qu'on va parler pas mal de Ducati aujourd'hui. Il y a des choses à dire. Il y a pas mal de choses à dire. Alors, on va démarrer quand même avec les petites nouvelles, puisqu'il y a eu pas mal de blessés entre les deux courses. Donc, il y a déjà eu Egerter qui s'est blessé assez tôt après le quota, qui est absent à Jerez. On a eu aussi une grosse blessure de Rémi Gardner qui s'est fracturé les 2 jambes et une cheville, donc lui est aussi absent. Il y a eu aussi, concernant la Moto 2, une annonce durant le week-end, puisque c'est KTM qui va équiper Tech 3 en châssis pour l'arrivée du moteur Triumph. Donc ça va dans le prolongement de ce qui s'est passé, du rapprochement en MotoGP. Et justement, en MotoGP, il y a eu une blessure quand même de Miller, juste après le Grand Prix des États-Unis, chute en VTT si je ne me trompe pas, et il a pu participer, tout comme Ciarin qui a lui fait une chute en vélo de route et qui lui aussi a pu participer. Pierre, je te passe la main pour les suites des nouvelles. Oui, donc KTM encore qui trust les annonces. Ils ont annoncé mercredi dernier Paul Espargaro, donc qui re-signe pour 2 ans dans le team officiel MotoGP. Et jeudi, la nouvelle que tout le monde attendait, Zarco a signé comme pilote officiel chez KTM pour la saison 2019 et 2020. Laurent Fellon a expliqué au micro d'Eurosport que Honda n'avait vraiment pas fait d'offre concrète, que Suzuki avait tenté une approche, mais que Fellon et Zarco se souvenaient comment ils avaient été traités par Suzuki quand Zarco est arrivé en MotoGP. Le pré-contrat résilié au dernier moment. Du coup, il n'y avait que KTM qui proposait vraiment quelque chose de sérieux et un projet sérieux avec un gros financement apparemment. Donc voilà, on verra ce que ça donne l'année prochaine. Concernant les cancans disant que Rossi aurait pesé tout son poids dans la balance pour que Zarco ne vienne pas, le même Fellon au micro d'Eurosport a tenu à préciser les choses, ce que lui dit et pense. Je pense qu'il est un peu bien placé pour connaître le paddock. C'est que Rossi a surtout voulu s'assurer que quand la place sera laissée vacante par le docteur, ce serait un de ses poulains de la team VR46 et de préférence italiens qui s'y mettent. Et Fellon de remarquer que si en France on faisait ça, on aurait plus de Français en MotoGP. Et lui, donc, il n'a pas de dents contre Rossi. Je
préfère préciser parce que des fois, tu vois du clickbait disant ouais, machin. Le clash. Voilà, donc, le clash, ouais, c'est ça. Le numéro 2 va vous étonner. Ouais, c'est ça. Donc, C'est un peu ça. pour continuer sur KTM, il y a eu une nouvelle annonce, à savoir que Tech 3 va se remplumer, hein, parce que forcément, si Zarco part, on ne sait pas ce qui sera de Cyril, mais en tout cas, il y a un pilote confirmé chez Tech 3 sur KTM donc l'année prochaine. Ce sera Miguel Oliveira qui montera du Moto 2 vers le MotoGP. Bon, après, on verra. Il reste donc un guidon chez Tech 3 l'année prochaine KTM. Donc, on verra dans la suite ce qui va se décider. Mais grosse annonce KTM pour l'année prochaine. Après, sportivement, qu'est-ce que vous en pensez ? On voit que KTM veut vraiment investir et même devenir encore plus compétitif en MotoGP, quoi. J'ai toujours pensé qu'Aprilia, ils avaient un peu stoppé vraiment les frais. Voilà, ça coûte cher le MotoGP, mais quand on regarde l'arrivée de Suzuki, ce qu'ils ont fait beaucoup plus rapidement que Aprilia qui était là avant, je pense que KTM, c'est de l'ambition de Suzuki et pas de l'ambition d'Aprilia. Ah bah clairement, oui. Avec une grosse team satellite, puisque Tech 3, ça reste quand même l'équipe satellite la mieux classée depuis pas mal de temps. Et bon, s'adosser à la structure, c'est quand même la preuve qu'ils veulent faire quelque chose. On va partir sur des 2-3 petites news un petit peu plus divers, on va dire. Donc Canal+, qui aurait acquis les droits télé pour la France donc à partir de 2019. Après, il y a eu une clarification de la direction de course suite au problème de Marquez en grille en Argentine, où il avait redémarré en grille. Et là maintenant, c'est clair, le pilote qui cale doit lever la main et attendre d'être évacué de la grille. Donc là, plus question de descendre et de pousser et de dire « Ah, je sais pas » et tout, profiter un petit peu du flou. Là maintenant, c'est clair. Quand tu cales, tu t'arrêtes et t'attends. Dernière info, elle toute fraîche, c'est donc Kenan Sofuoglu qui va arrêter la course moto. Donc il va faire une dernière course à Imola, donc le week-end qui arrive. Et après, il va raccrocher le casque élégant après une très très belle carrière. Mais là, il a eu quand même pas mal de blessures ces saisons dernières. Et donc là, il va arrêter définitivement après cette course à Imola. Donc, on va passer maintenant au week-end à Jerez. En Moto 3, en pôle, on a Jorge Martin qui était accompagné de Philippe Oytel et Fabio Di Gianantonio en première ligne. On a eu derrière Antonelli, Bezzecchi et Mignot, une deuxième ligne complètement italienne. Derrière, on a Lopez, Bastianini et Dalla Porta. Canet un petit peu dans le dur puisqu'il était 15e. À noter, on a Darryn Binder qui ne courra pas puisqu'il a fait une chute en qualif, une épaule déboîtée, donc il a été déclaré non apte à courir. Pierre, tu nous parles de la Moto 2 ? Oui, alors on a Baldassari qui signe une belle pole devant Marquez, le frère, l'autre Marquez, Alex, et Bagnaia. On a en deuxième ligne Navarro, suivi par Binder et Mir, qui fait un bon début de saison. Troisième ligne, Vieret, Lowe's et Fenati. Mon petit préféré en Moto 2, donc je cite Pasini qui signe la 10e place, Quartararo 18e et Danilo part en fond de grille 29e. Steph, le MotoGP ? Oui, alors on va parler de ceux qui se sont fait pigeonner et qui doivent se taper la Q1. Donc Dovi et Vignales, excusez du peu. Dovi, on n'a pas l'habitude. Vignales, c'est presque pas une surprise parce qu'il est moyen bien en ce moment. Alors Dovi, pas que c'est une formalité, mais presque. Il fait tout de suite une bonne pendule. Et Vignales, par contre, on a cru longtemps qu'il allait se faire avoir, mais il finit quand même par se classer juste derrière. Et il arrive à se hisser aussi en Q2. Ce qui est à noter par rapport à la dite Q2, c'est que les Suzuki étaient déjà, elles avaient sauvé leur peau, ainsi que Lorenzo, c'est pas toujours d'ailleurs. On s'attendait à voir briller les Honda orange, mais c'est plutôt celle de Crutchlow qui a assommé le game, si on peut dire. Assez tôt, dans le début du deuxième run, il fait un super chrono que personne n'arrive à améliorer, sauf lui, parce qu'a priori, il a enquillé les pneus soft. Alors que la plupart du paddock, quand il s'arrêtait, était en train d'ergoter entre les médiums et je sais pas quoi. Lui, il s'est pas posé de questions. Il a mis tout le temps du soft et il a roulé à fond. Crutchlow en pôle. Pedrosa, toujours pareil. On n'entend jamais parler de lui, mais il était quand même deuxième, c'est pas rien. Et Zarco, alors j'ai regardé les qualifs, c'est un peu sur la fin, pareil. Il nous fait le coup du suspense, quoi. Assez longtemps, il a été dans le ventre mou, très très mou même, mais il s'est hissé en première ligne.
Je sais plus combien de fois ça fait de suite, mais C'est la Lanky, 8e. ouais, c'est ça, hein, c'est la 8e. Donc si on part sur des années glissantes entre l'année dernière et cette année. Alors Renzo figure bien parce qu'il finit par se classer 4. Ce qui est surprenant, c'est Marquez en 5. Mais bon, a priori, connaissant l'élasticité et la grinta du garçon, on s'en faisait pas trop pour lui. Rins 6e, Iannone 7e, Dovi 8e, là c'est déjà plus étonnant. Parce qu'on aurait plus pensé à le voir aux avant-postes comme Lorenzo le fit, et Petrucci 9e. Et alors, ceux qui boivent le bouillon eu égard à leur statut, c'est les Yamaha, puisque Rossi 10 et Vignales 11, voilà, ça continue, si je puis dire. Hein. Moi, je suis un peu désolé, hein, parce que j'ai quelques petites préférences. On connaît déjà quant au pilote, n'est-ce pas? Donc voilà, écoute, mais c'est le dimanche qu'on paye les musiciens. J'ai inventé un proverbe fait avec 2 trucs. Donc nous verrons. Bon, on va parler justement des courses du dimanche. Donc en Moto 3, on a eu quand même un ciel bleu pour tout le dimanche, donc pas de problème de pluie, de ceci, de machin. Ça s'élance bien pour Martin, mais ça s'accroche dans le peloton au T2 avec 3 pilotes impliqués, donc Foggia, Dalla Porta et McPhee. Devant Martin, donc mène la danse avec Di Gianantonio et Eutel. On a Lopez et Antonelli qui sont à la lutte pour la 4e place. Lopez va sortir dans le gravier et va redescendre un petit peu en queue de peloton, 18e, donc Bastianini et Bezzecchi en profitent pour monter aux avant-postes. Alors il n'y a pas vraiment de groupe détaché dans cette course, c'est un peloton qui est très compact, ce qui permet à Canet de remonter petit à petit. Il était parti un peu loin, mais il est resté au contact du groupe, donc il va être assez vite dans le top 10. C'est une course qui est très animée, qui se fait tout au freinage et à l'aspi, typique du Moto 3. Arbolino montre aussi ce qu'il sait faire, donc c'est vraiment chouette parce qu'il est parti très très loin, 21e, et va mener la course pendant quelques tours, même si ça va pas durer, mais c'est vraiment bien qu'il puisse se montrer devant. À 9 tours de l'arrivée, on a Eutel, Arbolino, Bastianini qui mènent, et c'est clairement impossible de savoir ce qui va se passer parce que les positions s'échangent très très souvent dans le groupe. Et donc, à cette tour de l'arrivée, on est toujours dans la même configuration avec un groupe qui se réduit un petit peu à une douzaine de coureurs, on va dire. Après, ça va continuer à se réduire puisque le rythme va s'accélérer un petit peu. Ça va se réduire à 6 pilotes à 4 tours de l'arrivée. Et c'est là que Canet se loupe. Un beau freinage loupé. Et il va emmener avec lui Martin, Arbolino et Bastianini. Donc, du coup, il sera pénalisé pour la prochaine course départ en queue de peloton, puisque c'était quand même un freinage, c'était plus qu'ambitieux, donc la direction de course a appliqué ses consignes de sévérité. Et il va nous rester Eutel et Bezzecchi qui sont maintenant détachés en tête puisque le groupe était déjà réduit. Et derrière, ça va se battre pour la 3e place. Bezzecchi va tenter sans succès donc d'attaquer Eutel, mais qui va bien défendre sa place de leader. Et Lopez va passer la ligne en 3e position, mais il va devoir rendre une place pour avoir dépassé les limites de la piste. Ce qui nous fait donc Ramirez qui prend la 3e place devant Lopez, Mazia, Suzuki, Di Gianantonio, Kornfeil et Toba qui font 7, 8 et 9. Est-ce que vous avez vu cette ce petit freinage un petit peu, comment dire? Ouais. Optimiste que là, c'est normal qu'il se fasse rattraper par la police du circuit. Je pense que déjà c'est dangereux, ensuite ça tue toute la course des autres, quoi. Il a pas sorti du petit, quoi. Bon, Pierre, tu nous parles de la course Moto 2? Oui, alors en Moto 2, on a Marquez qui fait un bon départ, qui prend la tête devant Baldassari. Alors au contraire de Bagnaia, qui part un peu en retrait, on a Navarro qui chute dans le premier tour avec Marini. Mais Navarro va réussir à repartir. Baldassari, il a été impressionnant toute la course et tout de suite, il reprend la tête devant Marquez et Brad Binder qui est à l'affût. On retrouve les KTM, donc Binder 2e et Oliveira qui prend la 4e place. Pierret est dans le coin, mais il est un peu détaché. On a Danilo, malheureusement, qui chute dans le 4e tour. Alors, je n'ai pas montré sa chute, mais il peut repartir. Oliveira va passer Marquez pour la 3. Oliveira qui remonte fort. Baldassari, tranquille, lui, il continue à contrôler la course en faisant des tours très rapides. Et d'ailleurs, il fait le record de la piste Moto 2. Binder, lui, de son côté, il perd un peu le rythme. Il glisse derrière Marquez et Bagnaia, donc en 5e position. Fenati va chuter au 6e tour. Un peu écarté par Pasini qui lui fait l'inter, mais un peu optimiste. Mais bon,
Ça passe. C'était un peu limite, ça passe. Il n'a pas été sanctionné d'ailleurs par la direction de course. Devant, toujours Baldassarri en tête, suivi par Oliveira et Marquez, et ils ont creusé l'écart sur les poursuivants. Marquez force justement pour rester dans le groupe avec Baldassarri et Oliveira, mais dans le deuxième virage, il va freiner tard et perdre l'avant. Donc course finie pour lui. Baldassarri va continuer à pousser et Oliveira ne peut pas suivre. Du coup, ça va être une course seule pour la première place et la deuxième place. Bagnaia loin troisième derrière. Ensuite, Quartararo a fait une belle course puisqu'il remonte 9e. Il se bat pour remonter sur la 8e place. Pasini, à un moment donné, il hausse le rythme et donc il pourrait remonter jusqu'au podium s'il continue comme ça. Je crois qu'il lui restait 8 tours. Malheureusement, il ne va pas y arriver. Donc fin de course, comme je le disais, assez linéaire avec pas vraiment de bataille devant au vu des écarts. On a Baldassarri donc, qui gagne devant Oliveira et Bagnaia. Ensuite, on a Viré, Pasini 5e et Brad Binder 6e. Quartararo, malheureusement, va se faire chipper la 9e place par Lecuona dans le dernier virage et donc finir 10e. Côté Frenchie, donc Quartararo 10e et Danilo 24e parce qu'il a pu repartir, mais bon dernier. Ouais, et juste un truc, Marini, je crois qu'il a pris 6 places pour la prochaine course parce qu'il a fait à peu près la même manœuvre que Canet. Je crois qu'il a fait un freinage tardif. Et donc, il a sorti un pilote et il a pris 6 places. Bon, bah alors, Steph, tu vas nous parler de la course MotoGP ? Oui, ils ont cédé à la mode qui fait rage dans le jeu vidéo qui s'appelle le Battle Royale. Vous connaissez un petit peu le principe du Battle Royale. Ouais. C'est le dernier qui reste en vie qui a gagné. Hein, c'était un mode dans Destruction Derby aussi pour les plus vieux d'entre nous. Donc cette sorte de road rash qui s'est passé, alors j'exagère à peine, mais on va commencer par le début, ce sera mieux. Ce qui a surpris pas mal de monde, j'imagine que vous aussi, c'est de voir surgir Lorenzo en all shot parfait, premier au virage. J'y ai pas cru. J'ai vu un truc, j'ai fait ah tiens, Lorenzo premier, mais d'où il vient parce qu'il était 4e. Mais en fait, vu la configuration de la grille, sans toutefois enlever à son mérite, hein, comme il était derrière Crutchlow et que Crutchlow s'est raté, il l'a enquillé direct et il a profité pour passer devant tout le monde. Donc chapeau Lorenzo, hein, parce que il avait la niaque. Il est quand même suivi par nos deux amis orange du HRC, ainsi que Zarco et Crutchlow, qui finalement a loupé son départ, mais reste dans le peloton de tête. Et les deux Suzuki lui filent le train aussi. Alors, Game Over, premier éliminé de la Battle Royale, c'est Espargaro sur Aprilia, parce que pas de moteur. Bon, c'était la loose, comme il n'y a pas de béquille, il faut la poser contre le mur. Donc, le pauvre, c'est toujours la loose, les motos à l'arrêt comme ça. Qu'est-ce que j'en fais là? Je vous la donne. Il y en a plus, je vous le mets. Et où la concesse? C'est ça, ouais, je vais me faire aller sous garantie, là, c'est vis caché. Et le Lorenzo vend chèrement sa peau, on le verra un peu plus tard aussi. Il tient bien le rythme devant Pedrosa et Marquez. Alors les Yamaha, c'est morne pleine, voire pire, hein, c'est glou-glou, parce que sont 8 et 11 et Vignales nous refait du Vignales comme on n'aime pas, hein, savoir que il se fait emmerder par tout ce que le peloton compte de second couteau sans leur faire injure, hein, mais par rapport aux motos. Visiblement, problème de grippe, de traction ou que sais-je, quand il fait chaud, ils savent pas bien servir des pneus, les Yam. Donc pendant ce temps, Marquez lui s'en fout, il passe son coéquipier, hein, parce qu'il faut quand même pas amuser la galerie. Dovi qui était un peu à la peine se refait et passe Rins pour passer 6e. On a un peu un remake de baston Crutchlow-Zarco, puisque Crutchlow pique la 4e place à Zarco. Et à ce moment-là, Zarco fait une petite erreur et il laisse passer Rins et Dovi. Et comme il glisse vers dangereusement la 8e place, je me suis fait cette réflexion à ce moment-là qu'il allait peut-être faire l'épicier. Et ce n'est pas non plus lui faire injure, hein, de dire bon ben si ça va moyen pour moi, je vais essayer de rester dans cette zone-là et puis je gratte du point et il faut finir. Hein. Les points, comme les footeux. C'est le plus important. Un point à l'extérieur, tout ça. Non, mais il a fait une belle virgule et il a fait une perte de l'avant. Je sais plus, je crois que si c'est dans le T1 ou dans le T2. Mais il a failli se mettre au tas. Au final, je me suis dit mieux vaut 8 que pas, en fait. Hein. C'est ça. Et on voit quand même que Marquez n'arrive pas à effacer Lorenzo facilement parce que la façon de piloter de Lorenzo, qui est un mix de sa façon à lui, qui est hyper soft, et de brusquer la Ducati, c'est très haché en fait. Et donc à certains moments il se fait recoller, à d'autres moments il repart plus fort. Le mode on-off de la Ducati, visiblement il commence à savoir un peu s'en servir et ça a enquiquiné Marquez pour passer. Visiblement il n'arrivait pas trop à lire les moments où il pouvait passer.
Ou peut-être que comme d'hab, il joue à la souris, il attendait, j'en sais rien. Le dépassement de Marquez sur Lorenzo se passe au virage Lorenzo. Ouais. Là, c'est la lose C'est la ultime. loose. T'es renommé depuis Virage Marquez ou pas? Non. Virage T-bag, comme on dit dans le jeu vidéo, je te les pose sur le nez. Suivent Pedrosa, Dovi et Zarco qui fait ce qu'il peut, mais qui le fait bien. Dovi arrive à passer Pedrosa, qui se fait bolosser un peu comme à son habitude, si j'ose dire. Et on voit en fait que le Grand Prix, pendant un moment, se résume à une baston Honda Ducati, ce qui n'était pas attendu en fait sur ce circuit-là, puisque le circuit de Jerez n'était pas censé leur être favorable. Donc là, c'était assez impressionnant. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé à ce moment-là. Ah bah si, là t'avais Oui, carrément. t'avais les deux Ducati en sandwich entre les deux Honda et ça roulait bien. Hein. Ouais, c'était les invités surprise. D'ailleurs, Rins a chuté et le tour d'après, c'est Crutchlow. Effectivement. Ça remettait un peu les Yamaha sur les avant-postes, entre guillemets. Effectivement, il y en a qui ont quitté le game de leur propre chef, effectivement. Mais Rins, c'est vraiment dommage parce qu'on le sentait bien, peut-être trop bien en même temps, quand tu roules au-dessus de tes pompes, je sais pas. Et Crutchlow, c'est pas que c'est pas étonnant, mais des fois, il a mis le thermostat à fond et il n'a pas su s'arrêter, quoi. Effectivement, part de l'avant comme un grand. Donc effectivement, c'est un peu comme quand tu joues aux échecs et que tu sacrifies des pions, quoi. Ça simplifie un peu la partie. Donc mécaniquement, effectivement, les Yamaha sont de moins en moins à la ramasse. Rossi quand même encore 8e. Vignales, lui, il est à ce moment-là 12. Entre Bautista et Smith, voilà, quoi. Je crois que j'ai tout dit, non? Surtout Smith, qui est un peu la risée du paddock. Hein. Tout est dit. Hein. Sur ce, le bon Karel Abraham va un peu faire des châteaux de sable. Bon, après, j'ai pas vu l'action, mais visiblement, c'était aussi comme un grand. Hein. C'était quand même une course à forte chute. Je sais pas si c'était dû à des problèmes de grippe ou quoi, mais il y a eu beaucoup de chutes tout seul comme des grands. Mais si on revient à nos amis Honda Ducat 2+2. Ce groupe-là est en train de se castagner et on a Luthi qui chute et qui met plein de gravier. D'ailleurs, la chute de Luthi est assez étrange parce que je ne sais pas si vous avez vu, ça ressemble à une perte de l'avant, mais ça tape pas comme s'il avait fait que glisser. Enfin, toujours est-il qu'en plus la moto elle longe bien la piste de façon à ramener plein de gravier sur le bord, sur l'extérieur, qui est une trajectoire empruntée par les Lascar. Et ça, on le voit juste après. Parce que Marquez fait du super motard, hein, là il fait un travers de porc, comme on peut dire, au restaurant. Comme disaient les commentateurs Eurosport, heureusement que c'était Marquez qui a commencé à enlever les graviers, parce que peut-être que d'autres s'en seraient pas sortis comme lui. C'était à la limite du high side. Hein. Ouais, et pour autant il bronche pas, il regarde pas, il fera, bon ok. Bon, j'imagine qu'il a compris. Hein, tant que c'est pas des clous, ça passe. Ouais, mais c'était bon. On ne soulignera jamais assez l'élasticité de ce personnage. Ils sont plusieurs dans le casque, je sais pas, il y en a un qui pilote, il y en a un qui réfléchit, je sais pas, mais bon, c'était pour le coup. Alors, est-ce que les autres aussi ont flippé pour une raison, je sais pas, mais en tout cas, il s'est détaché assez nettement plusieurs longueurs hein, après ça. Et il sera plus inquiété. Il sera d'autant moins inquiété que ça se chicane entre Dovi et Lorenzo, parce que Dovi, on sent quand même qu'il est un peu plus rapide. Alors, pas des masses plus rapides, mais il se fait un peu bloquer, comme l'année dernière, hein, si on se rappelle, et du Mapping 8 et de Valence. Mapping 8, pardon, à Sepang, et Valence aussi, avant le drame des chutes. Toujours un petit différentiel de vitesse, hein, et on sent que Dovi est bloqué. Donc, il essaye de passer une première fois, ça rate, il élargit, Pedrosa le passe. Pouf, il lui en remet une, il le repasse tout de suite pour réattaquer. Deuxième tentative, ça passe toujours pas, sauf que ça fait élargir Dovi, ok. Lorenzo est troublé, il élargit aussi un peu. Qui est-ce qui prend l'inter comme un vieux renard des sables? Pedrosa. Sauf que Lorenzo, on va dire, recoupe, hein, enfin replonge, je ne sais pas, retamponne. Et donc il cartonne façon Pedrosa, qui du coup se fait un high side assez spectaculaire. Lorenzo entraîne dans sa chute comme dans les temps glorieux de Iannone en Argentine, mais c'est pas la même action bien sûr. Dovi. Tout ce petit monde finit au bac, sous les yeux éberlués de Zarco, qui passe et qui de son propre aveu n'en croyait pas ses mirettes, de son coup de chance, comme les patineurs de vitesse au JO là. Tout le monde se fout dedans, donc moi je passe, et puis il lui restait 7 tours à boucler, et il s'est dit
Si je fais pas de conneries pendant les 7 tours, j'ai la 2e place, c'est magnifique. Les 3 sont indemnes, même si Pedrosa accuse un peu le coup, à savoir qu'il va essayer de se mettre contre le muret bon an mal an, tout en se faisant pourrir par Lorenzo. Je sais pas si vous avez vu, Dovi, il essayait de repartir avec la moto de Lorenzo. Avec aussi. la 99, mais peut-être que c'était pour lui saboter, on sait pas. En fait, il a dit que c'était trompé de moto. Je crois qu'il voulait l'enterrer dans le sable. Non ouais. Il voulait la passer au shredder, là. On va être sûr qu'elle ne roule plus du tout. Ouais, c'est ça. Ouais. Et les KTM, ils sont comme la patrouille de France, ils roulent en formation. Ils sont derrière, mais comme ça commence à devenir une tradition, c'est quand même s'ils sont groupés, c'est Kallio qui est devant. Donc, ils donnent le rythme au trio. Sur ces entrefaits, parce qu'au final, derrière, c'était un peu loin, mais c'est Petrucci qui a commencé à gratter la 3e place du podium. Mais le phénix de ces bois, Iannone, ne s'en laisse pas compter et il arrive à 2 tours de l'arrivée à le passer relativement proprement. C'était quand même, faut saluer quand même. Plus que relativement, c'était très propre. C'était l'expérience et c'était propre. Ouais, mais j'étais toujours un peu tendu, moi, de voir les fins de course comme ça, où déjà la course elle est un peu folle, tu dis oh là là, ça reste Iannone, il a une réputation, mais non, il a été good cop là-dessus, il a bien géré, parce que Petrucci, c'est pas non plus un ange, quoi. Enfin, il est pas violent, mais il se laisse pas passer facilement. Il est pas facile à passer. Il repasse tout de suite. Et alors, dans la série, j'ai beau être matinal, mais j'ai mal. Rossi lutte avec Miller et Petrucci aussi. Il essaie de limiter la casse. C'est un peu la loose. On verra au final qui finira à 5. Mais bon, Marquez, pendant ce temps-là, se prend le luxe à quelques virages de l'arrivée de faire coucou au public, puis de faire une espèce de chorégraphie sur la ligne d'arrivée. Zarco, ensuite, vraiment ratisse les jetons en mode... même pas goupil, parce que c'est pas lui qui a trop fait le mal, hein, mais bon, il est resté sur 0. Et pour terminer premier, il faut premièrement terminer. Là, il a terminé 2. Et Iannone, la résurrection se poursuit. 2 podiums back-to-back. Donc Petrucci à la place du cocu, 4e. Rossi figure pas si mal que ça, mais bon, ils le doivent beaucoup aux éliminations des autres. Hein. Suivi de Miller, Vignales ensuite, Bautista 8e, Morbidelli 9e quand même, ça, meilleur rookie je crois. Oui. Et Kallio 10e, donc continue de signer des lettres de motivation. C'est vrai que moi, Morbidelli, si j'en crois ce qui se dit, la marque VDS, la moto est pas géniale, donc faire 9 dans ces conditions... avec son relatif peu de bagages en MotoGP, chapeau. Qu'en avez-vous pensé, messieurs, à part l'arrêt cardiaque que vous avez dû faire sur le carton? Ouais, j'ai versé quelques larmes. Petrucci, première Ducati, 4e place. C'est une très belle course qu'il fait pour Pramac. Je ne sais pas s'ils avaient déjà eu une 4e place récemment, mais en tout cas, ils étaient très contents dans son box et ils l'ont félicité. Sur les faits de course, que dire, quoi. C'est pas normal que Crutchlow tombe comme ça en course. Alors Rins, je peux comprendre, on peut dire il est encore jeune, il manque un peu d'expérience, mais Crutchlow, s'il veut être un candidat sérieux, à un moment donné, tu peux pas chuter comme ça en course, il faut faire attention. Tu peux pas te donner comme dans les essais. Je trouve ça hallucinant, quoi. Surtout qu'il a tout approuvé, il a la même moto que Marquez et Pedrosa. C'est de faire des bonnes courses au lieu de penser d'aller chercher un podium devant Marquez d'abord, quoi. Alors pour revenir à ce que tu as dit sur Pramac, il y avait déjà Miller qui a fait une 4e place, c'est-à-dire la course où il part devant tout le monde en slick. Il termine 4e. C'était des circonstances un peu plus particulière, on va dire. Ouais, mais ils avaient... Et alors, pour en revenir à Petrucci, je vous conseille d'aller voir la vidéo qu'il a postée lundi soir à son arrivée dans le box, où forcément il est 4e, donc pas de parc fermé, et donc tous les mécanos l'applaudissent, et tu vois que la visière, quand il la lève, il a les yeux rouges. Donc ça, voilà, il a tout fait pour se battre avec Iannone. Moi, c'est pas passé. Et tu sens vraiment que le mec, il en avait vraiment gros sur la patate. Crutchlow, c'est un peu le problème, quoi. Il est capable du meilleur comme du pire. Et puis, c'est le Henri Lecomte du MotoGP. Ah non, mais Crutchlow, t'as l'impression que malgré les années, il apprend pas, quoi, de ses erreurs. Crutchlow, bizarrement, Zarco a l'air plus mûr bien sûr que Crutchlow dans son approche des courses qui lui sont pas favorables. Carrément, là, sur une course comme ça, Crutchlow, il peut aller chercher une 2e place, quoi, avec des circonstances de course comme ça. Et non, mais après, voilà, comme on dit, c'est un pilote généreux. Et oui, mais le problème, c'est que tu peux pas être à 110% tout le temps, quoi.
Et voilà, après, ça fait des bacs, et puis, bah oui, ok, ça gagne des courses quand ça veut sourire, mais le jour où ça sourit pas, bah, ça fait souvent bac. C'est un peu dommage. Après, pour en revenir à... Est-ce qu'on va en parler plus loin du strike? On en Non, parle je pense maintenant qu'on du strike? peut, on peut en Bon. parler maintenant, Ouais. c'est le lieu. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé, Pierre, du strike? Bah, c'est difficile à dire. Honnêtement, Lorenzo, j'ai lu à droite à gauche qu'il bouchonnait, mais il faisait sa course, Lorenzo. Dovi a dit dans une interview après course que c'était pas encore l'heure de compter les points, de penser au championnat. C'est pas la fin de saison, quoi. Donc non, Dovi n'a pas réussi à doubler Lorenzo avant, donc bah voilà, quoi. Lorenzo roulait légèrement moins vite, mais faisait sa course. Et pour le strike en soi, Dovi fait un bel intérieur, écarte. Lorenzo repique et Pedrosa prend la corde. Voilà, pour moi, c'est juste malheureux. Il n'y a pas vraiment de faute sur l'un ou l'autre pilote. C'est un fait de course. Et je pense que déjà, j'étais surpris que la direction de course lance une investigation sur cet accident parce que tout de suite, je me suis dit, bah merde, ça craint. Aucune Ducati officielle sur le podium. Ça tombe juste mal parce que Lorenzo, c'est une belle course et du coup, il peut éventuellement signer chez Ducati, on ne sait pas trop, l'année prochaine. Dovi, lui, il court après Marquez au championnat du monde. Et Pedrosa, l'année dernière, il a gagné sur ce circuit et il faisait encore une belle course. Mais voilà. Honnêtement, sur le coup, tu te dis, ouah, il y en a forcément un des trois qui a fait une connerie pour que ça se finisse comme ça. Et quand tu revois les différents replays, les différents points, après, les points de vue, ça reste les points de vue. Moi, je trouve que de toute façon, il n'y a pas vraiment de fautif dans cette histoire. Le seul qui aurait pu... Alors après, ce que tu dis sur la conférence de Dovi, je trouve que voilà, il faut aller voir ce qu'il dit, puisque c'est lui qui a tout à fait raison. Le seul qui aurait pu anticiper quelque chose, c'est celui qui est derrière, c'est Pedrosa, puisque lui il voit ce qui se passe devant, mais au bout du compte il peut pas être devin, quoi. Donc après quand Lorenzo repique à l'Inter, il peut pas aller se mettre dans l'herbe, il est déjà collé au vibreur. Lorenzo repique, Lorenzo a pas regardé non plus. Après voilà, sur les 24 pilotes, je pense que quand il repique comme ça, il n'y en a pas un qui regarde ce qui se passe derrière en course. Et donc bah oui, c'est pas de chance, c'est comme ça. Après voilà, la petite pique à Lorenzo quand il dit bon bah voilà, moi je savais pas qu'on était trois, je pensais qu'on était que deux, on m'a pas noté Pedrosa derrière. Je pense que si on lui avait même mis Pedrosa plus 0,1, il aurait pas regardé. Donc c'est pas de chance. Et c'est vraiment dommage parce que ça, je crois que c'est l'un des trois aussi qui l'a dit en interview. C'est les trois pilotes les plus propres du paddock qui finissent au bac à sable en même temps, et c'est pas de chance pour eux, quoi. Steph? Ouais, mais j'ai le même avis globalement. Et puis, faut se souvenir aussi que quand Zarco passe à l'intérieur de Pedrosa, qui va se foutre en l'air le surnommé Pedrosa, c'est aussi Zarco prend l'inter et j'y suis, j'y reste. Donc, Pedrosa, j'estime, du haut de mon incompétence, qu'il a il a eu de raison de passer à l'intérieur, les deux écartes. Bien sûr. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas Bien leur sûr. demander. Hein. Tu vas pas attendre que les mecs ils se remettent dans la trage pour te dire Et oh, tiens, ouais. je vais les doubler prochaine fois. Non, lui, Mais il faisait sa course. Voilà, mais comme il y avait un moment de flottement, parce que c'était globalement un moment de flottement pour les trois, et aussi pour Lorenzo qui a été déstabilisé de voir son coéquipier élargir, il élargit un peu, il remet. Ouais, c'est un problème de timing. Et pareil, il s'en est fallu de peu que Dovi se la prenne pas. Hein. En fait, parce qu'il se fait juste faucher l'avant. Mais bon, ouais, c'est toujours pareil avec des scies. On refait tout, mais effectivement, moi au début, je suis un peu comme tout le monde, j'ai dû moi aussi penser, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose. Bah oui, mais tout le monde un peu a fait quelque chose, quoi. Et puis, conjonction de choses, l'alignement des planètes a fait que tout ça s'est fini très très mal pour les trois. Ouais. Un grand gagnant, Marquez quand même, quoi. Oui, c'est clair qu'on finit toujours par oublier qu'est-ce qui ramasse le pognon à la fin, mais... Parce que Pépère, il met 7 secondes à tout le monde dans l'affaire, ou quelque chose comme ça, quoi. Ouais. Même s'ils n'avaient pas chuté les trois, je pense que Marquez gagnait la course haut la main. Hein. Tout à fait. Oui. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Marquez, il était encore une fois largement au-dessus du lot. Zarco, il a fait une très très belle course, c'est-à-dire qu'il a eu des alertes en début de course, donc après il a été un petit peu plus prudent, et puis ça a payé puisque il est arrivé ce qui s'est passé.
Mais on parle un petit peu d'Iannone quand même. Ah oui, Yannone, c'est je sais plus quoi dire en fait, parce qu'on s'est bien foutu de lui à une époque. Et donc il faut au moins qu'on le félicite au moins autant qu'on s'est foutu de lui. Donc ouais, visiblement il s'est fait souffler dans les bronches une énième fois et ça a l'air d'avoir fonctionné. Mhm. Pour Ouais, l'instant. il a peut-être trouvé le manuel de la Suzuki. Hein, C'était enfin. sous la selle, ouais. C'est possible. Non, mais déjà, la moto est beaucoup plus compétitive cette année. Ça fait Ouais. 3 podiums d'affilée. Hein. Un pour Rins et 2 pour Yannone. Je pense qu'avec l'expérience qu'il a, ouais, il va pouvoir en faire quelque chose et viser peut-être le top 5 au championnat à la fin de l'année, quoi. J'espère pour lui. Après, on sait toujours pas qui va signer chez Suzuki, qui va rester, quoi. Si on va lui faire une proposition, quoi, Yannone. Après, ça se trouve, une fois qu'il aura signé, il va plus en foutre une et partir en vacances avec sa femme. Là, et s'il re-signe, c'est Ibiza, les gars, c'est fini. Hein. Ah ouais, faut mettre une clause. Tant qu'on est dans les bleus, qui c'est qui veut parler un petit peu des Yamaha là? Ah là là. Bah, on va dire qu'il a Yamaha, il y en avait qu'une aujourd'hui, c'était celle de Zarco. Hein. Ouais. Parce que les officiels, 5e pour Rossi, ouais. Non, et en fait, il aurait fini 9e si Rins, Crutchlow, Duki Dovi, Lorenzo Pedrosa n'étaient pas tombés. Donc, c'est ça. Donc voilà, bon. Maintenant, il finit 5e, il gagne quand même des gros points, mais clairement, la course, ça s'est très mal passé pour Rossi et pour Vignales. Je ne sais pas comment ils vont faire, si c'est vraiment un problème de chaleur qu'ils ont sur les circuits en espagnol et italien. Il y en a 2 en Italie, enfin Misano et Mugello, et il va falloir qu'ils trouvent quelque chose quoi, à faire sur l'électronique, parce que là, on les voit pas du tout dominants comme ils ont pu l'être, ou on va dire égaux des Ducati et des Honda. Quoi. Ouais. Bah, ils sont complètement à côté de la plaque, quoi. Enfin, ils sont pas dans le coup, ils sont après qu'ils aient des problèmes. Pour moi, le principal problème, c'est que c'est pas nouveau, quoi. C'est que ça fait un an qu'ils sont la tête dans le sac et que ça fait un an que les problèmes sont là et que rien n'est réglé, quoi. Donc, moi, je trouve que ça commence à faire beaucoup. Ils ont perdu, mine de rien, un pilote prometteur avec Zarco qui sera plus chez eux l'année prochaine. Ils ont perdu une équipe satellite qui est la meilleure équipe satellite du plateau. Ils sont en train d'essayer de trouver une équipe satellite pour leur refourguer des Yamaha l'année prochaine et ils vont se retrouver avec une équipe, à mon avis, assez peu compétitive. Et bah, l'équipe Factory y arrive pas non plus. Donc je trouve qu'ils sont vraiment dans une passe très très mauvaise. Voilà, quoi. Le cochon est dans le maïs. Hein. Je pense que, alors c'est pas parce qu'on aime Zarco, mais je pense que s'ils avaient donné une Yamaha officielle 2018 à Zarco ou à Sharin, hein, ou à Folger, on s'en fout en fait, à Tech 3 surtout, ils en seraient peut-être pas là, parce qu'apparemment Tech 3 ils arrivent quand même à mettre au point leur moto, même si c'est un hybride de 2016, 2017, 2018, on sait pas trop il y a quoi comme bout dedans, mais en tout cas là, ils savent la mettre au point. C'est ça. Après, voilà, je trouve que c'est bien résumé. Après, effectivement, peut-être que la Factory est en train de développer des choses, de faire des essais, de faire ceci, cela, machin. Mais le fait est que ça fait un an qu'ils sont en train d'essayer de faire des trucs et qu'ils n'y arrivent pas. Et ça commence à faire long. Et surtout, voilà, maintenant, ils se retrouvent avec Vignales et Rossi pendant encore 2 ans, quoi. Mais ça, c'est le problème de signer les pilotes de plus en plus tôt chaque année. Hein. Enfin... Bah oui. Ouais, on en parlait récemment. Les signatures, c'est la course à l'échalote. Bon, après, il fallait sécuriser aussi les bons pilotes parce que l'un comme l'autre, c'est pas des tanches, quoi. Honnêtement, pour Vignales, je dis pas que c'est une tanche, mais je dis que je commence il est friable. Je trouve que ça devient compliqué pour lui de viser le titre, quoi, pour les années à venir. Et là, ça devient problématique puisqu'il a été choisi pour sa nationalité aussi par son niveau intrinsèque, on va dire. Mais je trouve que là, il n'est pas en train de montrer qu'il sait faire. À part ce qu'il a fait chez Suzuki et sa première partie de saison chez Yamaha l'année dernière, il est sous l'eau depuis. Hein. Ouais, mais je parlais aussi des pilotes dispo à ce moment-là, quand Yamaha doit faire son marché. Le reste du paddock, en termes il y a du Zarco, il y a du Yannone, il y a... Ah, Yannone, waouh.
C'est un peu comme à Doc Paddock quand tu fais un tirage au sort. Bon. Yannone, c'est la Je zone des sais box pas. tous les week-ends. Hein. Ouais. Mais bon, ouais, enfin, moi, c'est ça que je trouve un peu compliqué chez Yamaha maintenant. Bon, je te passe la main, Steph, pour la suite, puisque ça rejoint ce qu'a dit Rossi en conférence de Oui. presse. Hein. Ouais, je disais tout à l'heure que le cochon est dans le maïs parce que là, on est un peu comme au troisième stade de modif de Son Goku, je sais pas quoi. Là aussi a passé la vitesse ultime puisqu'il charge Yamaha façon vénère devant les caméras, devant la presse. Et là, je me suis permis d'importer un peu de l'internet pour reprendre ses phrases à lui, hein, bon, certes traduites, mais il dit: Je sais ce qu'il faut faire sur la moto, Yamaha doit le faire dans un délai très court, sinon on va perdre encore une saison. Donc il dit la même chose que nous, au moins il est conscient que c'est la loose, ça, il fallait pas être grand clair. Mais ce qu'il dit, c'est il faut que Yamaha nous aide, ils sont trop lents à réagir, hein, rien que ça, tu vois. Il charge sa team, enfin son constructeur, quoi. C'est même pas la team, hein, il charge le Japon, quoi. Comme on sait qu'ils sont quand même un peu sur l'honneur, le Japon, peut-être peut-être queené. Et ce qu'il dit, c'est qu'il reste à RRS pour faire des tests, mais c'est pour tester des nouvelles pièces. Et donc, en fait, d'après lui, pour reprendre sa tournure, qu'on va juste travailler sur la surface de l'iceberg, alors qu'il faudrait s'occuper de tout ce qui est en dessous. Donc, il est un peu véhément, le garçon. Hein. Bah ouais. Plus qu'en début de saison ou pendant les essais où il disait il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça, avec de la roadmap et un peu de sérénité. Je te fais un PowerPoint pour les prochains steps. Là, on casse tout, on recommence. Enfin, si je comprends bien, Mais, rien lui va, quoi. mais moi, ce que je comprends pas, c'est qu'ils étaient contents des essais qu'ils ont Mhm. fait à l'intersaison. C'est là où tu te rends compte que ta moto, elle roule pas. Tu testes quand même 3 circuits. Tu sais à un moment donné où sont tes défauts. D'ailleurs, tu regardes Ducati, à part Sepang, ils n'ont pas fait des très bons essais. Et au final, elles sont compétitives parce que je pense qu'ils ont réussi à trouver ce qui allait pas, etc. Mhm. Et c'est aussi le rôle du pilote de dire ce qui va pas sur la moto et de le dire Ouais. assez précisément. Le constructeur, il peut pas tout faire, tout deviner. Hein. L'impression que j'ai, c'est qu'ils n'arrivent pas à se servir des gommards et que ce serait lié en partie à l'électronique. Alors, est-ce que c'est dû au fait que maintenant, pour que les motos se tiennent un peu plus dans un mouchoir, il y a une électronique unique? Ils ont moins de latitude que par le passé pour faire Ouais, du on va fine-tuning, dire en fait. du fine-tuning, mais dans ce cas-là, les autres sont à la même enseigne aussi. Hein, en C'est fait, ça. je suis pas en train de chercher des excuses à Yamaha. Moi, j'ai pas de t-shirt aux couleurs de Yamaha et visiblement, Rossi blaguait à un moment, pas cette semaine, mais dans les semaines d'avant, en disant il faut peut-être qu'on kidnappe un mec de Magneti Marelli. Je crois que c'est lui le manufacturier du boîtier unique. Ouais. Pour qu'il nous le fasse aux petits oignons. Mais ouais, visiblement, le fine-tuning de la moto n'arrive pas à faire que les pneus tractent. Bon, on passe au point championnat, vite fait. Yep. Alors en Moto 3, on a Bezeki en tête avec 63 points, Marty deuxième avec 55, Canet troisième 48 points. En Moto 2, Bagnaia 73, Baldassari 64, Oliveira 63. En GP, Marquez 70, deuxième Zarco 58 et troisième Vignales, comment fait-il 50 points. Bah, Yannone qui se retrouve à 47 points, qui devance finalement Dovi à 46, donc ça fait que Dovi se fait distancer. Là, on parle de l'enjeu du championnat. On a longtemps pensé que c'était Dovi, et je continue de le penser, hein, qui serait un prétendant sérieux au titre. Là, on voit qu'il faut qu'il se passe des choses. Hein. Je pense que même si Dovi fait de beaux résultats, il faut que Marquez, j'ai pas envie qu'il tombe, hein, mais si Marquez continue de rester sur ses roues les dimanches, ça va être très Pour compliqué. moi, sur cette course, Dovi il perd 20, peut-être 16, donc la troisième place, mais je pense plutôt 20 points. 20 points, il serait à 4 points derrière Marquez. Bon, Ouais. on refait pas le monde, hein, mais je veux dire, il est pas largué, il fallait juste pas qu'il tombe. Non, du tout. Exactement. Mais donc, si je te dis, si Marquez finit beaucoup de courses, Oui. Ça va continuer de faire chier, quoi. Enfin, je crois surtout que là, un peu partisan là. Mais... Yannone en doit une à Dovi, donc il va aller shooter Marquez. Peut-être qu'on peut faire une sorte de 2015, le retour à l'italienne, comme le braquage à l'italienne. Bon, Marquez, il est quand même nettement au-dessus. Hein. Mais oui, pilotage, bon sang, ouais, super moto qui passe vite en courbe avec un pilote extraterrestre, qu'est-ce que tu veux foutre. Et voilà, on aime bien les Italiens, mais bon, faut quand même dire que. Je vais me corriger, je dis que Dovi termine
termine en dehors des points parce qu'il tombe, mais Marquez a terminé en dehors des points en Argentine parce qu'il bon, avec toutes les pénalités qu'il s'est tapé, il a quand même 70 points. C'est vrai. Bah, 2 victoires, une deuxième place. Il se fait une back-to-back aussi avec le quota. Donc voilà, c'est une sorte de cannibale, quoi. Ouais, surtout qu'à chaque fois, il a quand même... Enfin, même en Argentine, où il marque pas de points, mais il a montré qu'il était quand même largement au-dessus du lot en termes de rythme. Là, il fait un début de championnat dans la lignée de ce qu'il a fait en fin d'année dernière. Donc, c'est ce qui va finalement peut-être redéfinir les week-ends. C'est en gros l'accroche du game, ça va être qui pourrait aller chercher Marquez, quoi. Ça va être un peu ça. Moi, je pense que sans un concours de circonstances, des chutes ou des conditions de course difficiles, imprévues, je vois pas qui va aller le chercher. Là. Alors que De Vries, je le trouve compétitif, ou même Zarco, je le trouve compétitif, mais c'est un cran au-dessus de tout le monde. À mon avis, en tout cas en ce début de saison. Après, on verra la suite. Et d'ailleurs, on peut pas conclure cette émission sans parler de Zarco, je pense. On s'habitue, mais ce qu'il fait, c'est quand même génial. Enfin... oui, c'est un mix de spectaculaire et de raisonnable, en fait. C'est un peu le meilleur des deux mondes, parce qu'il est pas aussi cinglé que Marquez, mais il est quand même plus flamboyant que ce qu'on pourrait imaginer d'un rookie. Enfin, d'un rookie deuxième année, mais voilà, quoi, c'est pas non plus un vieux briscard, et il gère ses courses comme un vieux briscard, et en même temps, il est incisif. Après, il est un peu plus âgé aussi que certains du plateau. Il a 2 titres de Moto 2 dans les pattes, donc c'est pas rien. Enfin, il a la tête sur les épaules, quoi, le bonhomme. Et puis... Ouais, mais on en connaît je sais pas quel est l'âge de Crutchlow, mais il est pas raisonnable, quoi. Ah bah ouais, ça rejoint ce qu'on a déjà dit pas mal de fois par le passé. Effectivement, moi je voyais difficilement comment il pouvait démarrer mieux sa saison que ce qu'il avait fait. Et en fait, il a juste continué comme il l'a fini, c'est-à-dire en enchaînant des très belles perfs en qualif. Ce que tu as dit, Steph, il a aligné les premières lignes. Et puis voilà, quoi. Après, en course, il reste solide, il reste toujours dans le bon paquet. Il chute pas. Voilà, quoi. Ça paye. Et franchement... Et ce qui est marrant, c'est que quand tu l'entends en interview, il est tellement zen et réservé que tu t'attendrais à ce que sur piste, il se fasse bolosser, mais non, pas du tout, en fait. C'est pas le même mec qui parle au micro qui pilote, hein. Ouais, il est sûr de soi quand c'est sur la moto, et il sait ce qu'il a à faire, et puis voilà, quoi. Mais en plus, s'il faut frotter les cuirs, il y va aussi, quoi. Donc j'avais pas l'impression qu'il ferait ça comme ça, mais maintenant on finit presque par s'habituer. Parce qu'il faut se souvenir aussi qu'il faisait partie du pugilat Philippe Island l'année dernière. C'était pas le dernier, hein. Et ce qui est intéressant, c'est ces interviews après course, c'est que apparemment, enfin, je sais pas, ça doit être un insatisfait permanent, quoi, parce qu'il a toujours quelque chose à dire sur sa moto, mais en bien, hein, il est pas en train de démonter son équipe, hein, mais il dit ouais, alors je me suis senti comme ça dans la course, j'aurais pu faire mieux si on avait réussi à régler ce problème. Et je trouve ça intéressant, du coup, il cherche vraiment toujours à progresser, malgré qu'il soit deuxième au championnat, malgré qu'il finisse cette course deuxième, non, il veut chercher les derniers millièmes ou centièmes qui lui manquent, quoi, autour, et c'est vachement bien. J'espère qu'il va nous faire quelque chose au Mans. T'inquiète. Pour conclure, on va juste rappeler que c'est Judy 462 qui a gagné les goodies pour ce coup-là, puisque de toute façon personne n'avait sorti Crutchlow, trouvé en pôle. On va vous rappeler donc le Twitter @CQEP_pod. Alors on a aussi le Facebook, mais qui n'est pour le coup pas très actif du tout. Quoi dire de plus, messieurs? Vivement Le Mans, hein, parce que là ça va. Là on est chaud, là on est chauffé à blanc. Vivement Le Mans. On est chaud, et je pense que Karel Abraham va pas beaucoup dormir. Ah oui, c'est vrai. Il y a trop de bruit dans le camping, oui. On va lancer un appel si vous avez des boules caisses. Vous les envoyez au numéro 17. Mais ça répond à une des interrogations que j'avais, c'est qu'a priori les pilotes dorment dans leur motorhome au milieu du circuit. C'est ça le délire? Beaucoup, oui, beaucoup. Ouais. Oui.
Parce que ouais, je m'étais dit, parce qu'en fait, dans certains cas, la plupart du temps, les accès au circuit sont un peu galères. Donc, s'il faut aller à l'hôtel pour dormir, ça veut dire que tu pars à 4h du mat pour aller au circuit, c'est pas possible, quoi. Ah bah, les Moto 3, ils démarrent très tôt le matin. Ah oui. Le warm-up Moto 3, ça les allumettes, quoi. Ah ouais, donc en fait, c'est un peu en mode Patrick Chirac le matin quand ils se croisent, là. Ils sont en Marseille et tout. C'est peut-être un petit peu plus luxueux que camping, mais. Bon, sur ce, Pierre, merci. Steph, Ouais, merci. Merci à Et vous. puis, on se retrouve au Mans, donc. Ah ouais. Allez, au Mans. Tchuss. Salut à tous. À plus.